Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'Heure Bleue pour un nouveau podcast. Aujourd'hui, on va aborder la question des schémas répétitifs, ces fameuses situations qui se produisent plusieurs fois dans notre vie et qui peuvent parfois nous pourrir l'existence. Alors, on peut parler de schémas répétitifs quand on entend quelqu'un dire ou qu'on se dit soi-même des phrases du style « je tombe toujours sur des partenaires infidèles », au boulot, c'est toujours pareil, peu importe où je travaille, je finis toujours par être la bonne poire. En général, avec les femmes, ça commence bien, mais je finis toujours par devenir le bon pote avec qui on n'envisage rien d'autre qu'une belle amitié. Ou encore, dans toutes mes relations, je finis par me lasser après 3 ou 4 ans et j'ai besoin de retrouver le grand frisson. Ou je suis toujours déçue en amitié, on me trahit ou on me néglige, etc., etc. Alors aujourd'hui, on va plutôt se concentrer sur les schémas répétitifs au niveau de la relation amoureuse, parce que c'est un axe que je comprends mieux pour l'avoir bien exploré moi-même. Mais j'imagine que ce que je vais dire pourrait tout à fait s'adapter aux autres situations de la vie quotidienne, donc que ce soit en amitié, au travail, en famille, etc. Alors déjà, voyons un petit peu les conséquences de ces répétitions. Personnellement, j'en vois deux qui sont majeures. La première, c'est évidemment l'inconfort qu'elle provoque, parce qu'on ne va pas se voiler la face, personne n'a envie de tomber systématiquement sur des partenaires infidèles, violents ou peu bienveillants. Personne n'a envie de recommencer une nouvelle relation tous les temps de temps parce qu'il s'ennuie. Personne n'a envie de se faire quitter toujours pour les mêmes raisons, etc. C'est chaque fois désagréable et c'est chaque fois une épreuve de laquelle il faut se remettre. La deuxième conséquence, c'est l'installation de croyances limitantes. Puisque le schéma se reproduit, on va comme l'intégrer et il va devenir une forme de fatalité. Ça pourra donner des croyances du type je ne mérite pas qu'on me respecte, je ne suis pas quelqu'un dont on tombe amoureux, je ne projette rien parce que de toute façon la relation va s'arrêter, je n'ai pas assez de valeur pour qu'on m'aime avec un grand A, etc., etc. Donc ça, c'est des croyances qui sont totalement inconscientes. Et en fait, elles viennent du mental qui cherche une solution au problème relationnel. Alors pour solutionner le problème, le mental y crée une case dans laquelle il peut se mettre et avoir un cadre, ce qui va le sécuriser. Plus clairement, si le mental considère inconsciemment qu'il ne mérite pas d'être respecté, ça explique tous les échecs passés et ça permet même d'anticiper les suivants comme pour s'éviter d'être déçu. En gros, on s'y attend, c'est comme ça, point barre, c'est ma vie, je le sais et j'ai qu'à me faire une raison. Donc en fait, ça solutionne pas vraiment le problème, mais en tout cas, ça l'explique. Et en fait, parfois, on a tellement souffert qu'on préfère ne pas croire que ça puisse changer. On préfère se résigner, se forcer à accepter pour ne plus être déçu. Nous voilà prévenus, on ne peut rien espérer d'autre que ce qu'on a toujours connu. Au même titre que ma taille ou la couleur de mes yeux, je dois juste l'accepter, je suis comme ça, c'est immuable. Mais vous admettrez volontiers que c'est pas exactement la vision qui permet de déployer tout son potentiel et d'aller vers l'abondance, la joie et l'harmonie. Et surtout, si on décide de garder ces croyances, alors on va entretenir encore davantage ces fameux schémas et continuer à les reproduire puisqu'on ne va pas chercher à en sortir. Alors, de mon point de vue, et je parle de mon expérience personnelle, au contraire de ma taille ou de la couleur de mes iris, je suis convaincue qu'on a un véritable pouvoir de guérison intérieure en ce qui concerne ces fameux schémas et ces croyances. Bon, mais alors, sachant cela, qu'est-ce qu'on peut faire de façon concrète ? Eh bien, dans un premier temps, il s'agit d'identifier ces fameux schémas. Et là, on va tout de suite se détendre un peu, parce que pour identifier un schéma, il faut qu'il se répète. Et pour qu'il se répète, il faut parfois plusieurs années. La première fois, c'est juste une expérience. La deuxième fois, peut-être de la malchance. La troisième fois, là, ça peut gentiment mettre la puce à l'oreille, quoique. Et la quatrième fois, alors là, il faut avoir l'humilité et la franchise de reconnaître qu'il y a peut-être un petit bug quelque part.
Mais pour en arriver là, si c'est en relation amoureuse par exemple, ça peut prendre plus d'une décennie jusqu'à ce qu'on se rende compte de la répétition. Donc c'est tout à fait normal qu'on commence à s'intéresser à nos schémas répétitifs plutôt vers le milieu de la vie qu'au début de la vingtaine. Alors ne vous blâmez pas si vous avez l'impression de ne pas avoir vu vos schémas assez tôt, c'est tout à fait normal. Une fois qu'on a identifié un de ces schémas, la première chose à conscientiser, c'est de comprendre qu'on a une part de responsabilité dans ces répétitions. Parce que si on tombe toujours systématiquement sur des cons en relation, c'est peut-être pas parce que le monde entier est con, mais bien parce que inconsciemment, on est soumis à notre attirance pour un certain type de personne. Et ici, j'aimerais vraiment insister sur le point de l'inconscient. C'est pas parce qu'on crée des schémas qu'on le fait volontairement. Évidemment, vous allez me dire, oui, mais bon, moi, j'ai pas choisi de me faire tromper à chaque fois. Non, on n'a pas choisi consciemment. Donc, on peut se détendre aussi avec ça et surtout éviter la culpabilité parce qu'elle nous amène vers une forme d'impuissance, de tristesse et de rejet de soi. Alors qu'à mon sens, la clé pour défaire toutes les tensions, c'est avant tout la tendresse. Et comme je le dis souvent, pour desserrer un nœud, il faut commencer par arrêter de tirer dessus. Donc, reconnaître sa responsabilité, ce n'est pas se culpabiliser, mais bien au contraire, c'est voir qu'on a un certain pouvoir. Si le schéma vient de nous, alors on peut agir dessus. Au contraire, si ce sont les autres qui sont cons, alors là, on ne peut rien y faire et on perd notre pouvoir. C'est là que c'est hyper important de faire preuve d'humilité et d'admettre sa part de responsabilité et donc sa capacité à changer. La prochaine étape, et là je recommande quand même de se faire accompagner par un ou une thérapeute parce que tout seul c'est possible, mais ça demande quand même d'avoir déjà pas mal d'outils et d'avoir déjà un petit parcours derrière soi. Donc en étant accompagné, on va essayer de retrouver la blessure ou le trauma originel qui a créé le schéma. Et ces blessures, elles prennent généralement toujours racine dans l'enfance ou l'adolescence. La difficulté, c'est qu'avec notre regard d'adulte, on a parfois du mal à comprendre qu'une situation a priori anodine ait pu créer une blessure à l'enfant qu'on a été. Donc ça rend les blessures originelles parfois difficiles à identifier. Mais il faut garder à l'esprit qu'un enfant de 2 ans n'a absolument pas les mêmes capacités d'analyse, de recul et de relativisation qu'un adulte. D'ailleurs, ça me fait penser à une vidéo que j'ai vue circuler sur Facebook où en fait on voit une petite fille de 3 ou 4 ans, elle est assise à une table, elle a les yeux bandés, et puis il y a un petit chien qui est debout devant elle sur la table. Et puis là, on prend le doigt de la petite fille et on le fourre dans une mandarine pleine de Nutella. Et là, la petite, elle retire son bandeau, elle est toute surprise et elle découvre le cul du chien juste sous son nez et son doigt tout brun. Donc évidemment, elle regarde ça, elle se met à pleurer. Et les 2 personnes qui sont à côté d'elle, ces 2 femmes, elles se marrent à plein poumon, quoi. Et quand j'ai regardé cette vidéo, mon cœur, mais c'est tellement brisé. Et quand j'ai lu les commentaires, c'est brisé une fois de plus. Tout le monde avait l'air de trouver ça vraiment très drôle. Alors maintenant, prenons juste le temps de nous mettre à la place de cette fillette. La première chose fondamentale, c'est que les 2 femmes adultes qui sont à côté d'elle, dont l'une est probablement sa mère, sont pour la petite ses piliers. L'enfant, il a besoin d'adultes référents, en qui il a confiance, sur qui il peut s'appuyer et qui vont le guider et lui permettre de grandir, d'explorer et d'expérimenter la vie en toute sécurité. Et quand son adulte référent lui fait une mauvaise blague, il y a quelque chose de complètement incompréhensible pour un petit enfant. Ce pilier, cette figure de sécurité vient de lui mettre le doigt dans l'anus du chien. Parce que oui, au moment où ça se produit, la petite fille, elle n'a pas le moindre doute sur le fait que ça s'est vraiment passé. Elle n'a pas la capacité de recul que nous, on a. Elle n'a pas le réflexe de se demander si c'est une blague. Donc elle y croit. Donc pour elle, sa réalité, c'est que sa maman, son adulte référent, son pilier, vient de lui mettre le doigt dans le cul du chien. Donc c'est juste horrible en fait. Et là, il y a déjà une première blessure, un premier trauma qui peut apparaître au niveau de la confiance, par exemple. Ça peut être une impression de trahison, enfin voilà, on va pas faire de la psychologie de bas étage, mais vraiment, à travers le regard d'une petite fille, sa réalité, c'est que sa maman, son pilier, lui a mis le doigt dans le cul du chien. Donc ça, c'est quand même déjà pas très cool. Et en plus, en fait, au moment où elle se met à pleurer, alors qu'elle aurait besoin d'être rassurée ou consolée par sa maman, en échange, elle reçoit uniquement des rires moqueurs. Donc non seulement la petite a le sentiment
d'avoir vécu quelque chose de dégoûtant, mais en plus, quand elle exprime son désarroi total et son besoin d'aide et d'empathie par des pleurs, on continue à rire tout autour d'elle. Alors probablement que toutes les personnes qui ont trouvé ça drôle ont visionné la vidéo à travers leurs yeux d'adultes, comme si la petite fille c'était un pote capable de réagir comme un adulte à ce genre de blague. Et c'est sûr qu'entre copains ça aurait bien fait marrer et le piégé aurait sûrement aussi pris tout ça à la rigolade. Mais il ne s'agit pas ici d'un adulte autonome, mais d'une petite fille avec les capacités cognitives et les besoins d'un enfant de son âge. Donc tout ça, toute cette histoire de vidéo, c'est pour illustrer et pour dire qu'en fait on n'a pas besoin d'avoir été violé, battu, opprimé, affamé ou que sais-je pour avoir des blessures et des traumatismes d'enfance. En réalité, on en a toutes et tous, des plus graves aux moins graves, et certaines qui, a priori, semblent parfaitement anodines, peuvent finalement avoir un impact sur toute nos vies, même de façon très subtile. Donc tout le travail pour défaire un schéma répétitif, c'est de trouver à quelle blessure il correspond et d'aller ensuite soigner cette blessure. Et ça c'est important parce que même si on a identifié le schéma et qu'on est capable de voir quand il se présente, par exemple si je me sens attirée par un homme qui a le même comportement que ceux avec qui j'ai expérimenté des échecs, je vais pouvoir repérer en conscience que mon schéma se présente. Là, je vais peut-être me dire « Ah bah non, ça je vais plus le vivre, je ferme la porte ». Et c'est déjà une première étape qui peut être utile. Donc on ferme la porte quand ça se présente et on résiste à l'attirance, mais l'attirance, elle sera toujours là. Et je serai toujours dans la lutte et dans la résistance contre ce schéma. Voilà pourquoi, si on veut qu'un schéma arrête simplement de se présenter, alors à mon avis, c'est important d'aller en soigner la racine. Maintenant, on peut aussi se demander pourquoi une blessure donne naissance à ce type de schéma. Alors, dans mon expérience, il y a 2 axes que j'ai identifiés, mais il y en a peut-être certainement davantage. Si jamais vous pouvez commenter cette vidéo, enfin ce podcast. Mais pour moi, donc, ces 2 axes. Et le premier, c'est qu'on essaye en fait d'obtenir à travers la relation, amicale ou amoureuse, ce dont on a manqué dans l'enfance. Par exemple, si on a manqué de sécurité affective et qu'on a une blessure au niveau de l'affect, eh bien, on pourra vouloir chercher un partenaire ou une partenaire rassurant, présent, fiable, etc. Même s'il ne nous fait pas hyper vibrer, il y a quelque chose qui va nous attirer, comme nous donner envie de nous déposer, de nous attacher à lui ou à elle, parce que c'est sécurisant, confiant, paisible. C'est comme si on trouvait à travers l'autre ou en l'autre la petite pièce manquante de notre propre puzzle. Mais si une part de nous tend à vouloir évoluer et à soigner ses blessures, eh bien, à un moment donné ou à un autre, on va ficher en l'air cette relation parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas totalement aligné. La deuxième variante ou le deuxième axe, eh bien, c'est ce que j'appelle le syndrome du fantôme. Alors, c'est totalement personnel, cette appellation, c'est pas de la science, mais vous avez peut-être déjà vu dans certains films ou séries un peu surnaturelles, il y a des fois des fantômes qui vont rejouer leur mort en boucle comme pour tenter d'y réchapper. Et bien là, en fait, c'est pareil. On a vécu une situation blessante ou traumatisante et en fait, on va recréer inconsciemment le même cadre, les mêmes conditions que la situation initiale du passé, tout en essayant d'en changer la fin dans le présent pour avoir un happy end, une fin heureuse. Et malheureusement, ça ne marche jamais. Puisque la configuration de base est totalement foireuse, elle ne peut pas mener vers une fin heureuse. Donc plus concrètement, pour illustrer ça, si j'ai vécu, une trahison dans l'enfance avec un de mes parents et que je tombe amoureux ou amoureuse follement d'un homme ou d'une femme qui a d'entrée toutes les caractéristiques d'une personne peu fiable qui risque de me trahir, il y a vraiment des grandes chances pour que la trahison se produise. Mais je vais m'accrocher en espérant pouvoir, cette fois-ci, changer la donne, comme pour rétablir le bon ordre des choses et effacer ou guérir la trahison originelle, un petit peu comme une sorte de revanche. Et croyez-moi, inconsciemment, on sent très bien ce que la personne en face de nous dégage. On sent ces choses, on perçoit ça, même si on ne s'en rend pas compte. Donc on sera attiré par des gens qui vont présenter ces caractéristiques qui permettent de recréer la même situation encore et encore.
Alors, quand on a compris que les schémas répétitifs ne sont pas une fatalité, mais plutôt une opportunité d'évolution ou d'élévation de sa propre conscience, ils deviennent finalement presque des alliés précieux, des signaux forts et très utiles qui mettent le doigt exactement sur ce qu'on peut travailler pour améliorer son quotidien, ses relations et sa vie en général. Une fois qu'on a vu et accepté qu'on reproduit certains schémas et qu'on a découvert leur origine, alors on peut ensuite travailler avec différentes techniques très efficaces qui permettent de défaire le trauma d'origine et de cicatriser la blessure. Je pense notamment à l'hypnose, aux visualisations, aux techniques d'accompagnement en multiples aspects intérieurs, etc. Il y en a bien d'autres, il faut juste trouver celle qui nous convient et surtout le thérapeute avec qui on se sent en confiance. Et une fois que le job est fait, et bien là, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y aura plus à lutter contre ces schémas. Ils vont juste tout simplement plus du tout se présenter à nous. Et là, c'est le début de la vraie liberté. Voilà, si vous avez des commentaires, des questions ou si vous voulez partager vos expériences, n'hésitez pas à le faire en commentaire sous ce podcast et je vous lirai avec une grande attention. Et moi, je vous dis à tout bientôt.